Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Jeanne Actu. Nouvel épisode des pastilles, des previews. Chaque jour, vous le savez, on parle d'une équipe. On a commencé déjà depuis quelques jours. On va vous amener tranquillement jusqu'au début de cette saison 2025 de NFL. Enfin, on a envie de dire, mais chaque jour, on va pouvoir décortiquer un petit peu sur un gros quart d'heure, une vingtaine de minutes. On a plus tendance à faire 20 minutes qu'un quart d'heure d'ailleurs sur voilà, chaque équipe. Aujourd'hui, on va parler des Las Vegas Raiders. Et pour cela, je suis toujours avec Raphaël Masmejean et on a tiré une ligne pour voir exactement si l'équateur était bien positionné, si tu étais bien en dessous de l'équateur, référence à ce que j'ai dit hier, et tu es bien à l'hémisphère sud, Raph. Je suis bien dans l'hémisphère sud. Salut Lucas, salut à toutes et à tous. Voilà, trêve de blagues. Et puis pour cela, il faut que vous ayez écouté le podcast d'hier. Je fais exprès pour que voilà, De créer des... voilà, ceux qui n'aiment que les Raiders et écoutent que le podcast d'aujourd'hui sont obligés d'écouter hier, d'écouter cette vanne incroyable sur l'hémisphère sud et l'Indonésie. Voilà, allez écouter. On a parlé des Saints hier et aujourd'hui, on va parler d'une équipe comme les Saints qui a changé d'entraîneur. Une équipe qui était à 4 victoires pour 13 défaites l'an dernier, qui a fini dernier de l'AFC West, qui bien entendu ne s'est pas qualifié en playoff. Et donc, comme d'autres équipes, il y a eu beaucoup de changements, un gros changement, notamment à l'intersaison parce qu'Antonio Pierce, l'entraîneur, a été remercié. Et c'est le retour d'un entraîneur qu'on peut qualifier quasiment de légendaire, Pete Carroll, l'ancien entraîneur des Seahawks, celui qui a été l'architecte de la Legion of Boom, qui a gagné un Super Bowl avec les Seahawks, qui est allé à un autre Super Bowl perdu, donc avec une belle dynastie, entre guillemets, pour les Seahawks. Pete Carroll est de retour, il ne coachait pas l'an dernier. Qu'est-ce que tu penses de ce choix qui peut-être un peu surprenant? En tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas vu venir pour des Raiders qui sont censés être en reconstruction, d'aller prendre un coach qui, on le rappelle, a 74 ans. Ouais, mais alors les 74 ans de Pete Carroll, ça vaut 50 ans chez d'autres, hein, Je clairement. les prends volontiers. Je les prends volontiers. Franchement, ça vaut ça. Bah écoute, ce que j'en pense, j'entre dans le vif du sujet, j'en pense du bien, parce que pour moi, c'est un des points forts de l'équipe. Ok. C'est Pete Carroll. C'est un coach qui a quand même prouvé, alors oui, il a peut-être pas gagné autant de Super Bowl que d'autres et autant que lui-même aurait aimé, mais c'est un coach qui globalement, à peu près partout où il est passé, a gagné, a construit des programmes sérieux, des équipes sérieuses. Sincèrement, je ne sais même pas depuis quand les Raiders n'ont pas eu un coach aussi sérieux à la tête de l'équipe. Quand on voit les dernières expériences des Raiders, là, tu te retrouves quand même avec un mec qui a suffisamment prouvé, qui a un vrai leader d'homme, parce que ça, pour le coup, tous les joueurs le disent, hein, ils sont prêts à foncer dans un mur pour Pete Carroll. Alors, ça fait pas toujours une grande équipe d'avoir des gars prêts à foncer dans un mur pour toi, mais en tout cas, au moins, tu sais qu'elle tire dans la bonne direction. Donc, pour moi, c'est un des points forts de cette équipe. Tu es en train de dire que Josh McDaniels, Rich Bisaccia, John Gruden, qu'ils ont signé pour 10 ans, Jack Del Rio, ça te hype pas? Dennis Allen, on en a parlé hier, ça te hype pas? C'est vrai que. Bah, tu vois, ouais, quand tu fais tout ça, bon, je Ouais. trouve que là, on passe enfin un cap en termes de coach, quoi. C'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ce qui me surprenait, c'était sur ce qu'on appelle la timeline. Tu sais, Oui. pour savoir si, voilà, ces Raiders, on l'a dit, ils étaient à 4 victoires l'an dernier. On parlera potentiellement de leur bilan à la fin de cette saison, mais on n'est pas sur une équipe qui va viser, en tout cas, les playoffs ou en tout cas la victoire dès cette année. Et c'est vrai de prendre un coach qui est plutôt jeune, qui est pas forcément un coach qu'on imaginait reconstruire un programme quasiment de zéro. C'était un peu surprenant, mais comme tu l'as dit, déjà il a 74 ans, mais ça en vaut 50. Ensuite, c'est peut-être ce qu'il veut aussi, avoir quelque chose qui peut reconstruire lui-même, repartir entre Mm. presque de zéro. Et d'ailleurs, quand on voit Pete Carroll, parce que Pete Carroll, il a une tendance plus défensive, on le sait, on parlera tout à l'heure de l'attaque, mais il a une tendance plus défensive. La défense était quelque chose de particulier l'an dernier du côté des Raiders, et il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce que Trevon Moehrig est parti, Nate Hobbs aussi, Robert Spillane, Jack Jones, ils sont tous partis. Christian Wilkins a été remercié il y a peu de temps. Vous avez certainement suivi la news sur le site. Et donc, il a fallu recruter. On a pris Jeremy Sheen, Eric Stokes, on a pris Devin White, Landon Roberts, Jermaine Pratt. Donc, beaucoup de choses qui ont changé. On a signé Max Crosby, et ça, c'est une bonne chose, sur 3 ans. On l'a prolongé sur 3 ans pour plus de 100 millions. On sait que ça peut être compliqué quand on voit ce qui se passe du côté des Bengals. On en a parlé il y a 2 jours avec Trey Hendrickson. C'est bien d'avoir Max Crosby et d'être assuré de le garder. Mais c'est vrai que cette défense-là, elle va pas ressembler à grand-chose de ce qu'elle ressemblait l'an dernier. C'est pas tout à fait français, mais tu m'as compris.
Oui, oui, je t'ai compris, hein. Je trouve qu'elle a encore des faiblesses et on y reviendra sans doute après, notamment sur une partie du terrain où je suis quand même inquiet malgré tout parce que l'équipe peut proposer. Mais oui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes, une nouvelle philosophie. Donc forcément, ce qu'on a vu en 2024 ne sera pas ce qu'on va voir en 2025. Ils ont gardé leur capitaine principal défensif, Max Crosby, et donc ça c'est très bien parce que quand même avant sa petite blessure de l'an dernier, il était encore sur une très belle lancée en termes de pass rush. Donc ça va être intéressant. Après, du coup, cette défense, point faible, point fort pour le moment, difficile à dire, mais ça va être intéressant. On peut rentrer un petit peu plus parce que à l'intérieur de cette défense, on va en parler parce que, voilà, vous le savez, on parle des points faibles, on parle des points forts, on va parler du facteur X un petit peu plus tard et puis enfin, on donnera notre pronostic. Vous avez l'habitude. On va parler de cette défense et moi, je vais rentrer d'abord sur les points faibles. Tu l'as dit, il y a des lignes notamment qui font peut-être un petit peu peur et notamment le troisième rideau. Je ne sais pas si c'est ça Mm. auquel tu pensais, mais pour moi, c'est quand même l'inquiétude principale parce que j'ai dit qu'il y a des joueurs qui sont partis et j'ai cité des joueurs qui sont revenus, qui sont arrivés, en tout cas, pas qui sont revenus, mais qui sont arrivés. Quand on voit que le cornerback numéro un, c'est Eric Stokes qui est arrivé des Packers, ça fait un petit peu peur. Derrière, il y a Porter qui va peut-être jouer de l'autre côté, qui est un rookie qui a été drafté. C'est vrai que ce troisième rideau défensif, il est quand même, il est un petit peu inquiétant. Oui, oui, oui. Moi, je préciserais même les cornerbacks dans ce troisième rideau défensif parce que la paire de safety, on pourrait y revenir, mais en tout cas, l'escouade de cornerback, moi, m'inquiète vraiment. Tu l'as dit, Eric Stokes en cornerback numéro un. Je vais pas dire que c'est le plus mauvais cornerback numéro un de la ligue, mais je pense qu'on est quand même pas loin. Un rookie pour être CB cornerback numéro 2. Alors peut-être que ça va être une très bonne surprise. Mais il a été pris au troisième tour, donc ce qui signifie peut-être aussi quand même que c'est un joueur un peu brut, avec encore des choses à apprendre. Alors de mémoire, Pete Carroll et Schneider avaient drafté Richard Sherman au troisième tour il y a plusieurs années, peut-être même un peu après le troisième tour. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il espère avoir trouvé son nouveau Richard Sherman, l'avenir nous le dira. Et Darnell Holmes en nickelback, enfin ouais, pour moi là, t'es quand même sur un trio de cornerback qui est un des plus faibles de la ligue. Et dans une division déjà où tu as des Patrick Mahomes, des Justin Herbert, alors Bonix on verra, hein, mais bon, j'ai quand même peur qu'il y ait quelques yards dans les airs qui passent du côté de Las Vegas, ouais. Oui, clairement, clairement. Et d'ailleurs, je vais évacuer. Je m'étais noté aussi comme point faible cette division. Tu en as parlé. Une division dans laquelle on va retrouver les Chiefs, les Chargers, les Broncos. Mm. L'an dernier, les Raiders ont perdu 6 matchs de division. Donc, tous leurs matchs de division. Je ne sais pas si ça sera un 0-6 cette année aussi. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué face à l'AFC en champion, AFC en titre, aux Chargers et aux Broncos. C'est trois équipes qui ont fait les playoffs en plus. Donc, ça va être compliqué. Donc, pour moi, c'est un point faible. On évacue ça. Mais pour revenir sur cette défense-là, je suis assez d'accord avec toi. Ça fait peur. Ça fait peur. Et tu as parlé des safety. Alors oui, il y a Jeremy Chin et Paul Amao qui sont là. Mais c'est vrai que pour moi, on a signé notamment Jeremy Chin, qui est un bon safety de run stop, qui est un safety Mm. qui peut défendre sur la course. Et ça va me permettre d'élargir un petit peu aux linebackers aussi. Pour moi, ils avaient des très bons linebackers l'an dernier, qui ont d'ailleurs été signés. On parle notamment de Spillane qui est parti aux Patriots, qui ont été signés. Ils n'ont pas voulu les signer en se disant qu'on allait repartir un petit peu de zéro. Et c'est vrai que cette ligne de linebacker, pour moi, elle a beaucoup changé. Elle va être peut-être bonne dans le run-stop avec des joueurs comme Elandon Roberts, on a dit, Jermaine Pratt, qui est plutôt bon pour stopper la course. Mais c'est vrai que si on élargit la défense aérienne entre les cornerbacks dont tu as parlé, les safeties qui sont pour moi pas une assurance touriste sur la défense aérienne et les linebackers qui vont pas forcément pouvoir aider, c'est vrai que c'est une grosse inquiétude, c'est le gros point faible face en plus à des quarterbacks qui vont lancer de tous les côtés. C'est vrai que ça va être pour moi très compliqué. C'est Mm. vraiment le red flag, vraiment ce qui clignote quand on voit cette équipe type des Raiders, c'est la défense dans les airs. Et on sait que il ne peut y avoir que ça comme point faible, mais ça peut flinguer une saison. Ah oui, oui, ça peut flinguer une saison et ça va leur coûter des matchs. C'est une certitude. Peu importe. J'ai envie de dire presque peu importe le bon travail ou pas que Pete Carroll et son staff vont faire. J'ai du mal à voir comment cet effectif-là, tel qu'il a été construit en défense à l'heure actuelle, ne va pas coûter des matchs sur l'aspect jeu aérien. Ça, je suis d'accord avec toi, ça va leur coûter, c'est un point faible. Et je pense qu'ils le savent. Je pense pas qu'ils sont complètement. Je pense pas qu'ils fassent l'autruche là-dessus, tu vois. J'ose imaginer qu'ils ont un peu le même. Enfin, peut-être pas le même avis que nous totalement, mais en tout cas qu'ils se doutent que ça va pas être facile. Donc oui, c'est un des points faibles, clairement. Oui.
Tu es en train de dire que les coachs NFL et les dirigeants NFL n'ont pas le même avec nous. C'est vrai que ça me surprend un petit peu. Faudra peut-être leur expliquer. Je vais peut-être leur dire de. Voilà. Peut-être qu'ils ont bien aimé la blague sur l'hémisphère sud d'hier. Voilà. De nouveau. Non, mais je pense que des fois, certains, peut-être, parce qu'ils doivent défendre leur bilan, comment dire, font un peu l'autruche, quoi. Et Voilà, après, ils ont aussi un avantage qu'on n'a pas, c'est qu'ils sont tous les jours au centre d'entraînement et qu'ils voient peut-être des tout à choses. fait, Ah, et puis bon, c'est un petit peu des professionnels. On n'a pas le, voilà. On a l'humilité tout à de rester fait. à notre place. On a beaucoup parlé des points faibles. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux parler sur les points faibles de cette équipe, ou est-ce qu'on peut parler des points forts? Parce que quand même, cette équipe, il y a quand même des choses à noter qui donnent un petit peu d'espoir. Oui, alors juste quand même, petit dernier point faible, j'aime beaucoup Jacoby Myers, le receveur, mais je suis pas sûr que ce soit un vrai numéro un. Et c'est vrai qu'autour de lui, le reste de l'escouade est assez jeune. Et je trouve que là, à l'instant T, c'est quand même une escouade de receveurs qui est au fond de la ligue. Je dirais pas plus mauvaise ou quoi, mais bon, tu pars pas serein avec cette escouade-là quand même. Alors, je vais t'exposer, et ça va me permettre de transposer, je vais t'exposer ma théorie. Euh, pour moi, le receveur numéro un, c'est Brock Bowers. Ça se défend. Pour moi, Mm. c'est le receveur numéro un. C'est vrai que c'est un tight end. On aime bien mettre voilà, les choses dans des cases. Il y a un tight end, il y a un receveur numéro un. Mais pour moi, Brock Bowers, on l'a vu l'an dernier, il a été énorme. Il n'a été que rookie. Mm. Il va de nouveau, à mon avis, être très bon. Ça va lancer dans sa direction, à mon avis, dans beaucoup de situations, dans énormément de situations. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le receveur numéro un. Et du coup, ça fait de Jacoby Myers, ça fait le receveur numéro 2 en fait. Et, et quand on l'imagine en receveur numéro 2, je trouve que Mm. c'est du coup un bon receveur numéro 2. C'est vrai que voilà, c'est un peu de la facilité, c'est un peu de trafiquer un petit peu les positions. Mais moi, je l'imagine comme ça, cette attaque, avec le tight end qui est un receveur numéro un, Jacoby Myers qui est le receveur numéro 2. Et du coup, j'imagine ces skill position comme un point fort parce qu'il y a ces deux joueurs-là. Il y a un running back pardon, qu'on a drafté très haut, Genty, qu'on a drafté pardon, en sixième position de la draft. Et donc pour moi, c'est vrai que c'est le point fort de Mm. l'équipe. Et puis, je trouve aussi que dans cette équipe, je ne sais pas ce que tu en penses, les lignes sont quand même des points forts, qu'elles soient offensives ou défensives. Forcément, on n'est pas sur les meilleures lignes de la NFL d'un côté comme de l'autre, mais je trouve que offensivement, on avait des jeunes joueurs rookies l'an dernier qui continuent de progresser. On a un côté gauche qui est plutôt performant avec Colton Miller et Dylan Parham. On a l'arrivée d'Alex Capa sur la ligne offensive. La ligne défensive, elle est plutôt correcte aussi, même si Christian Wilkins est parti. On a Max Crosby, je l'ai dit, et puis on a Butler aussi. Je trouve que les lignes pour les Raiders, et c'est déjà un bon point dans une équipe qui est en construction, elles sont plutôt solides. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 les lignes sont plutôt solides, peut-être même encore plus la ligne offensive, j'aurais envie de dire, qui me semble encore peut-être plus en progression pour le coup. Tu l'as dit, ce sont pas deux lignes qui sont chacune respectivement dans le top 5, top 10 de la ligue, mais c'est des lignes qui, à mon sens, sont milieu de tableau, à qui il faut pas grand-chose pour passer un cap. Peut-être une histoire de coaching, peut-être une histoire de 109, on verra bien. Il y a sur la ligne défensive, il y a le retour de Malcolm Kuntz qui m'intrigue particulièrement, qui avant de se blesser avait fait une très belle fin de saison. Donc ouais, je te rejoins, c'est des groupes solides et c'est déjà pas si mal pour une équipe des Raiders qui est en reconstruction de pas repartir de totalement zéro avec ces lignes-là. Donc je sais pas si je les mettrai en point fort, mais c'est vrai qu'elles sont pas mal. Et du coup, à mon tour de t'interroger, Geno Smith, point fort ou pas? Moi, je serais pas loin. Sincèrement, hein, vu ses dernières saisons à Seattle, qui étaient quand même d'un bon niveau à Geno Smith, je serais pas loin de le mettre point fort des Raiders par rapport à ce qu'ils avaient l'an dernier. L'an dernier, ils avaient le pire quarterback de la ligue et ils prennent 4 victoires malgré tout. Là, franchement, entre ce qu'on a vu de Geno Smith l'an dernier et ce qu'on voyait Dan O'Connell notamment l'an dernier, enfin, il y a quand même un vrai gap de niveau. Et du coup, je me dis que Geno Smith, dans ce contexte-là, par rapport aux dernières saisons qu'il a sorties à Seattle, c'est presque un point fort par rapport à là où les Raiders en étaient l'an dernier. Totalement d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est rare, mais ça fait à peu près 15 minutes qu'on a commencé cette pastille, on n'avait pas cité le quarterback, et en plus, c'est un nouveau quarterback, donc c'est vrai que c'est bien d'en parler, Mm. parce que Geno Smith est arrivé, et les Raiders ont décidé d'aller chercher un Geno Smith que Pete Carroll connaît d'ailleurs, hein, puis pour l'avoir eu sur la fin aux Seahawks,
Et ils l'ont re-signé en plus, ils l'ont prolongé. Et je suis d'accord avec toi, totalement aligné avec ce que tu dis, parce que Tino Smith c'est peut-être pas dans les meilleurs quarterbacks de la ligue, en tout cas dans le top 5, mais par rapport à ce qu'ils avaient l'an dernier, c'est déjà bien mieux. Et Ouais. donc, ça en fait un point fort. Et ça va me permettre de faire la transition avec mon facteur X. Parce que pour moi, le facteur X, et on n'en a pas parlé non plus, c'est Chip Kelly. Chip Kelly, le coordinateur offensif. C'est le retour de Chip Kelly en NFL. Et d'ailleurs, ça va être le coordinateur le mieux payé hein, de NFL. Il va être à 6 millions de dollars l'année. Donc, le coordinateur qui est le mieux payé, offensif et défensif. Et il arrive dans le staff de Pete Carroll. Et pour moi, c'est un vrai facteur X parce que on s'en rappelle quand il avait été aux Eagles, notamment parce que du côté de San Francisco, ça avait été un petit peu plus compliqué. Mais aux Eagles, il avait implémenté des concepts très forts offensivement. Alors, tout n'avait pas forcément fonctionné au niveau NFL parce qu'on le sait, il vient notamment de la NCAA. Il avait mis des concepts forts en NCAA et ça avait bien marché. Tout ne fonctionnait pas en NFL, mais il avait quand même mis en place des choses avec cette spread offense, on le sait, avec Mm. beaucoup de concepts qui avaient été plutôt performants. Il a refait un passage en NCAA, il revient en NFL cette fois-ci en tant que coordinateur offensif. Peut-être que voilà, il va remachiner un petit peu ses concepts, reprendre un petit peu ce qui avait fonctionné et changer un petit peu ce qui n'avait pas fonctionné. Mais ça peut offensivement être une explosion parce qu'il y a Geno Smith qui pour le coup est un quarterback avec lequel on peut faire des choses et qui n'est pas forcément contraignant pour une attaque. Alors tout n'est pas parfait, mais il n'est pas contraignant pour une attaque. Il y a des Brock Bowers, il y a des joueurs, il y a des Jacoby Myers, j'ai dit que je vois en numéro 2. Il y a une ligne offensive. Pour moi, il a le matos, Chip Kelly, et donc il peut faire des choses. Après, est-ce qu'il va rester dogmatique comme il a été, et c'est un petit peu là où il s'est cassé les dents, où il va réussir à s'adapter au niveau NFL, mais ça va être très intéressant à voir. On le sait, Pete Mm. Carroll va certainement s'occuper de la défense, lui s'occuper de l'attaque, et pour moi, c'est un vrai facteur X. Oui, oui, je te rejoins, c'est un vrai facteur X. Quel chip Kelly on va avoir. Je pense que, il va être obligé en plus de s'adapter un peu parce qu'au-dessus de lui, il a Pete Carroll. Donc enfin, quand il arrive aux Eagles, il a les coups des franges pour faire tout ce qu'il veut comme il veut. Et peut-être que ça allait trop loin. Je me rappelle notamment le rythme auquel jouait son attaque avec un nombre de snaps extrêmement important, très peu de temps entre chaque snap pour essayer de bon, qui était peut-être un peu trop en NFL ou face à l'adversité et à la physicalité, j'ai envie de dire, du jeu, il fallait des fois peut-être prendre un peu plus son temps pour faire tomber le chrono. Voilà, c'est quelques égards comme ça, mais qui là, à mon avis, peuvent être cadrés parce qu'il a Pete Carroll au-dessus de lui et que bah, il a quand même quelqu'un à qui il doit rendre compte et ça fait, malgré tout, ça fait une différence. Donc je suis d'accord avec toi. Il y a du matos, il y a des joueurs intéressants. Ouais, c'est vraiment une attaque que j'ai envie de voir. En tout cas, si j'étais fan des Raiders, j'aurais quand même le sourire à l'idée de penser à cette saison parce que quand on voit ce qu'ils avaient l'an dernier, alors Brock Bowers est venu apporter le soleil dans la pénombre, mais en attendant Brock Bowers, quand tu démarrais la saison 2024 pour les Raiders par rapport à quand tu la démarres en 2025, tu as quand même beaucoup plus de points intéressants en 2025 et te dire, ok, on va pas tout gagner, c'est certain, mais on devrait quand même se faire un peu plus plaisir sur le terrain. Oui, parce qu'il y a aussi, on l'a dit, cette sélection avec le sixième choix d'Ashan Genty, qui est l'un des Mm. running backs, qui est annoncé comme peut-être Mm. l'un des meilleurs running backs de ces dernières années, l'un des coureurs qui peut le Ouais. plus de différence. Tu l'as dit, moi, c'est mon facteur X, Genty, c'est l'impact qu'il va avoir. On rappelle quand même que l'an dernier, en termes de yards par match au sol, les Raiders étaient les pires de la ligue. Si on s'imagine que Genty répond à l'attente quand même d'un sixième choix, je veux dire, il est pas drafté premier tour, il est drafté avec un sixième choix, donc c'est quand même que du côté des Raiders, on croit en son talent et en son potentiel. S'il apporte ce pourquoi il est choisi, t'as quand même une attaque des Raiders qui était de la plus mauvaise de la ligue, qui devrait mécaniquement passer dans un top 10, top 15. Allez, ça se passe moyen, top 15 au sol, ça se passe bien, top 10 au sol. Bah, c'est une attaque qui, mine de rien, avec Geno Smith, Brock Bowers, tu l'as dit, Jacoby Myers en numéro 2. Si elle se met à avoir un top 10 coureur, c'est quand même une attaque qui devient extrêmement intéressante. Si Chip Kelly arrive à en tirer le meilleur également, bon, bah, tu te dis que, ouais, Ashton Genty, il peut faire donner une autre dimension à cette attaque que cette attaque n'avait pas. Donc, pour moi, c'est un facteur X. Et plus on en parle, plus j'ai envie de regarder l'attaque des Raiders en semaine 1, tu vois. Ah, je suis en train de me hyper aussi. Je suis en train Toi aussi? J'étais en train de regarder l'équipe type parce que, encore une fois, vous pouvez retrouver sur le site une autre vision d'un autre rédacteur à l'écrit de cette preview. Et il y a l'équipe type. Notamment, j'étais en train de regarder cette équipe type avec tout ce qu'on a dit. Forcément, il faut que tout clique. Mais je suis en train de me hyper parce que, et quand on va voir mon pronostic, ça va redescendre d'un coup.
vu mon pronostic peut-être un peu plus à tête froide, mais à tête reposée, pardon. Mais c'est vrai que je suis en train de me hyper parce que, à minima, et je suis d'accord avec toi, à minima, c'est une équipe qu'on va avoir envie de regarder. Au moins Hmm, au début, parce que Pete Carroll, parce que Chip Kelly, qui vont être des attractions. L'un revient alors qu'il a une superbe carrière NFL, l'autre revient avec un dogme qui est puissant et qui est excitant à avoir joué. Il y a des joueurs, il y a des Brock Bowers, il y a des Genty qui, pour ma part, je n'ai pas vraiment vu en NCAA, qui est annoncé comme un superbe coureur. On a envie de le voir. Il y a Geno Smith qui est toujours spectaculaire. Donc c'est vrai, et il y a une défense qui va prendre des points de tous les côtés. Donc on va avoir des matchs à 45-42 et ça va être fabuleux. Non mais voilà, j'ai forcément envie à minima de regarder les Raiders et ce qui change déjà de l'année dernière. On va parler hmm. rapidement pour terminer de leur calendrier, puis on va donner notre pronostic. Mais leur calendrier, ça va être un match aux Patriots d'entrée à New England pour commencer la saison. Réception des Chargers, déplacement à Washington face aux Commanders, réception des Bears, déplacement à Indianapolis, réception des Titans, déplacement dans le Missouri pour affronter le Kansas City Chiefs. Semaine de repos dans la foulée, réception des Jaguars, déplacement aux Broncos, réception des Cowboys et des Browns, déplacement chez les Chargers, réception des Broncos, déplacement chez les Eagles et les Texans. Et on va terminer avec deux matchs à domicile face aux Giants et aux Chiefs pour terminer cette saison. Ton pronostic, Raph, il va falloir assumer maintenant la hype qu'on vient de donner. Donc la hype va un peu redescendre, mais avec ce qu'on a dit, le fait que l'an dernier, sans quarterback, ils aient quand même gagné 4 matchs, moi cette année, avec beaucoup mieux à ce niveau-là, je les vois à 7 victoires. Ok. Donc je sais, c'est pas une énorme hype, une équipe à 7 victoires, hein, on s'entend bien. Mais après, il y a trop de trous en défense et il faut que tout clique, tout ça. Donc ça me paraît compliqué d'aller au-delà de 7. Mais franchement, je veux bien croire qu'ils aillent en chercher 7 parce qu'il y a beaucoup plus de talent en attaque. Ouais, j'avais mis 6 mais allez, pour la hype, on va dire pour la romance de la chose, je vais te suivre avec 7 victoires et 10 défaites. Donc, et c'est vrai que entre guillemets, quand on annonce une équipe à 7 victoires, on n'est pas sur une équipe formidable, mais quand on voit que cette équipe-là, l'an dernier, elle était à 4 victoires, je pense que cette victoire, ils les prennent volontiers. Forcément, ça serait Hmm, question en playoff, mais quand on regarde le calendrier, c'est vrai qu'il y a des matchs face aux Patriots, ils peuvent très bien gagner leur premier match. Ils jouent, ils reçoivent les Browns, ils reçoivent les Bears, ils affrontent les Jaguars, ils affrontent les Titans, ils affrontent les Colts. Donc c'est vrai que les matchs, ils peuvent aller les chercher. Et je suis assez d'accord avec toi. hmm. C'est peut-être le meilleur scénario, entre guillemets, parce que je ne les vois pas aller beaucoup plus haut. Mais cette victoire, ça me paraît plutôt correct. Non. Ça serait une bonne saison 1, entre guillemets, pour l'ère Pete Carroll, Geno Smith, Ashon Jeanty et toute cette équipe qui est en train de se construire. Donc partons sur cette victoire et 10 défaites donc pour les Raiders. Et c'est ainsi qu'on va terminer cette pastille avec, je vous l'ai dit, une autre preview à l'écrit sur le site aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur le site jeunactu.fr avec aussi les réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre ou si vous nous suivez, n'hésitez pas à suivre tout ça avec beaucoup de choses. Et puis demain, on se retrouvera de nouveau pour une nouvelle pastille avec Raph. Et d'ici là, on vous dit à demain. Ciao, ciao!